Alors, dans cette vidéo, on va voir comment créer notre premier script, puis comment utiliser ça dans dans Unity. Je réouvre Unity. Donc là, j'ai enlevé, mais je l'ai fait dans la vidéo précédente, je vais juste l'effacer. Normalement, vous devriez avoir rien de tout ça, vous ne devriez même pas avoir de dossier script. Donc là, ça tourne un petit peu, donnez-moi un petit 30 secondes. Je vais même supprimer le dossier, juste pour que ça soit pareil. Normalement, vous devriez avoir quelque chose comme ça. Peut-être même pas de dossier sprite. Donc, on peut créer des dossiers. Donc, clic droit dans le menu projet. Puis, le menu projet, ça contient tous nos scripts, tous nos fichiers nécessaires pour le jeu. On peut faire des dossiers pour organiser nos choses. Donc, on va faire script au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Puis, on va recliquer ensuite Create Mono Behavior Script. Et là, avant de faire Enter, faites attention, si jamais vous renommez un script, je vais vous montrer tout à l'heure les erreurs possibles. Donc là, je vais l'appeler déplacement, tout simplement. Donc, le nom du script devrait être assez descriptif. Ça devrait être l'action ou la fonctionnalité qu'on va ajouter à notre objet. Puis, là, je vais aller m'assurer, comme je l'ai fait dans la vidéo précédente. Je pense que moi, je préfère utiliser VS Code. Donc, je vais aller dans les... Je vais changer l'éditeur de code. Je reclique sur Code Generate. Si ça ne vous dit rien, allez écouter la vidéo précédente. Et là, je vais aller double-cliquer sur cet élément. Voilà. Fait que là, maintenant, ici, j'ai un premier script qui va être utilisable. Le script, il va pouvoir être ajouté sur des objets dans notre scène pour faire des fonctionnalités. Alors, première des choses, on va analyser tout ça ici. Donc, le script commence toujours avec Using Unity Engine. Ça permet d'importer toute la librairie de code que Unity a besoin pour fonctionner. Ensuite, vous allez avoir une classe. La classe commence à mon accolade jaune et elle se termine en bas. Tout notre code devrait être entre ces deux accolades jaunes. Jamais avant, jamais après. Avant, ça va être pour importer du code seulement. Ensuite, on a le nom de notre fichier. Puis là, je porte à votre attention, le nom du document devrait être pareil au nom de la classe. Si jamais vous avez renommé le nom du fichier, vous devez changer le nom de la classe aussi. Mais faites attention, si vous faites ça une fois que c'est appliqué à des objets, peut-être que les objets vont perdre la référence à ce code-là. Donc, ensuite, on a deux points MonoBehavior. MonoBehavior, ça nous donne, c'est la classe de base pour tous les scripts de Unity. Fait que ça permet d'accéder à la position, à toutes comment activer un objet de jeu, désactiver, etc. Si on l'enlève, ça ne fonctionnera plus. Ensuite, on a deux fonctions par défaut qui viennent. On a la fonction start et la fonction update. Dans la fonction start, ça se déclenche une seule fois quand on démarre le jeu. Ça sert à initialiser des valeurs au début du jeu. Ensuite, la fonction update, c'est notre boucle de jeu. Ça veut dire que à peu près une soixantaine de fois par seconde, la vitesse change selon la performance de l'appareil. La fonction va se déclencher à répétition. Ça veut dire qu'on va se servir de ça pour animer des éléments, les déplacer, vérifier l'interaction avec l'utilisateur, etc. Entre les deux, donc entre mon accolade jaune et avant ma fonction start, on peut mettre des variables à notre objet. Ça veut dire que, par exemple, on pourrait mettre stocker de l'information qu'on va pouvoir réutiliser plus tard. Donc, par défaut, il faut mettre, pas par défaut, il faut mettre le mot-clé public pour que cette variable-là, la valeur, on puisse la voir dans l'éditeur de code. On va la voir dans l'inspecteur dans Unity. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que je veux dire par là. Ensuite, on est obligé, quand on déclare une variable, de mettre la sorte d'information. Dans ce cas-ci, ça serait du texte, une chaîne de caractères.
À la différence de JavaScript où on devait écrire let ou const, là, en C#, on a juste besoin d'indiquer la sorte d'information, puis si notre déclaration de variable va être. Ensuite, je pourrais mettre, par exemple, non. Donc, les variables commencent par des minuscules. Les noms de scripts, donc les classes et les fonctions en C# commencent par des majuscules. Donc, c'est une norme à respecter. Public. Les autres types d'informations qu'on peut avoir. Par exemple, on a des floats. Les floats, c'est des nombres à virgule. C'est des nombres décimaux. Donc, float pour virgule flottante. Puis là, je pourrais mettre vitesse, par exemple. Donc, une vitesse, c'est pas obligé d'être un nombre fixe. Ça pourrait être un nombre entre 1 et 2, là, 0.1.5, 1.7, etc. Puis, on a aussi des entiers. Donc, on va déclarer des int pour integer. Puis là, c'est des nombres entiers. Par exemple, un nombre de vies, ben, ça pourrait être, on peut pas avoir une demi-vie. C'est une vie, elle est 1, 2 ou 3, mais on n'en a pas des demi, par exemple. Puis, on peut avoir aussi des booléens. Donc, la valeur booléenne, c'est vrai ou faux. Donc, on pourrait dire peut se déplacer. Comme ça. On n'est pas obligé de donner tout de suite des informations assez. On n'est pas obligé d'initialiser ces variables-là avec des valeurs parce que comme elles sont publiques, on va le faire dans Unity. On ne va pas le faire plus bas. Je vais arrêter, je vais sauvegarder mon fichier. Fait qu'assurez-vous de sauvegarder, il n'y a pas de petits points blancs. Je retourne dans Unity. Ça va me prendre une couple de secondes. Parfait. Et là, je vais me créer un objet. Donc, je vais aller dans ma scène ici. Je vais faire un clic droit, créer un objet 2D, sprite, on va se faire un petit carré. Donc, ça va nous permettre d'avoir un objet qu'on va pouvoir visualiser, qu'on va déplacer par programmation. Donc, j'ai mon petit carré ici. Et je vais aller ajouter mon composant. Donc, vous voyez, j'ai sélectionné mon carré, j'ai mon inspecteur, et là, mon script, je vais venir l'ajouter à lui. Donc, je vais l'ajouter, assurez-vous que ça fasse une petite ligne bleue. Puis, maintenant, j'ai accès à toutes mes variables que j'ai déclarées. Et là, je peux mettre la valeur par défaut ici. Donc, je pourrais mettre vitesse 0.01, nombre de vies 4, peut se déplacer vrai, faux. Donc là, ça, c'est le premier point de notre script. Maintenant, on va utiliser ça pour voir l'information. Donc, on va tester ça. Si je fais play, il ne va rien se passer. Puis, si je fais play, comme j'ai dit, il ne va rien se passer parce qu'on n'a rien utilisé, on n'a rien défini dans notre script. Donc, une manière de tester notre jeu, ça serait de faire play. Puis, on peut arrêter le test. Je vais retourner dans mon code. Et là, dans le start, première des choses que je pourrais faire, c'est debug.log de non. Autre chose aussi que j'ai peut-être pas mentionné tout à l'heure, dans les scripts, en JavaScript, c'était pas grave si on mettait pas de point-virgule. En C#, le point-virgule est obligatoire. Donc, c'est important de ne pas oublier parce que vous allez avoir une erreur. Puis, le jeu va jamais compiler votre script. On arrive, oups, pas le bon jeu, on est ici. Maintenant, si je fais play, vous allez voir dans la console le mot-clé de debug.log, mais ça nous permet de tester des variables dans la console. Même si je le change ici, donc c'est pas bon. Ça ne va pas changer parce que mon code, je l'ai déclenché dans le start. Donc, ça va se déclencher seulement quand je fais play. Ça ne va pas se déclencher à répétition. Je ne l'ai pas mis dans ma boucle de jeu. Je vais arrêter mon code. Et là, vous allez remarquer que par défaut, quand on fait des changements dans l'inspecteur, qu'on est en mode jeu, qu'on l'arrête, ça revient à nos valeurs par défaut. Faites attention, ça peut être un peu frustrant par moment.
Donc, le debug.log, ça va nous aider à débugger notre code, à vérifier si on a des erreurs, tester qu'est-ce qu'il y a dans notre variable à certains moments. Maintenant, moi, ce que j'aimerais faire, c'est déplacer mon petit cube. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser un composant. Donc, on va communiquer avec mon objet de jeu. Vous voyez qu'on a le composant transform en haut. Bien, je peux communiquer avec ce composant-là. Et là, je vais vous montrer qu'il y a une nouvelle valeur, une nouvelle sorte d'information qu'on va pouvoir utiliser. Donc, on peut utiliser ici transform.position. On pourrait utiliser rotation, on pourrait utiliser scale aussi, local scale, est égal à une nouvelle valeur. Donc, c'est vecteur 2. Donc, vecteur 2, qu'est-ce que c'est? C'est une valeur à 2 dimensions. Il existe vecteur 3 pour 3 dimensions. Mais dans le fond, on va mettre à l'intérieur la valeur en X et en Y. Donc, quand on définit une position, on doit définir la position en X et en Y de l'élément. Moi, ce que j'aimerais, c'est là que je vais me faire une nouvelle variable en haut. Vous allez voir, je vais faire une variable float. Nouvelle position en X est égale à transform.position.x. Donc, la position actuelle, sa valeur en X, donc un vecteur 2, ça a une valeur X et Y, plus ce qu'on a mis dans notre vitesse. Ça veut dire que si ma vitesse est de 0.1, toutes les fois que je vais aller dans le float, on va prendre sa position en X, on va ajouter ça ici, on va la mettre dans notre variable, puis on va définir ça. Nouvelle position en X, on va le mettre, on va écraser la position par la suite. Donc, on va faire un petit changement, puis on va remodifier la position totale. Float, nouvelle position en Y, égale à transform.position.y. Dans ce cas-ci, moi, je ne veux pas faire de changement en Y. Je ne veux pas que mon objet il monte ou il descende. Je vais tout simplement stocker cette information-là, juste parce que c'est moins long sur la ligne aussi. Fait que je l'ai mis dans deux variables. Voilà. Fait qu'un vecteur 2, ça prend deux informations. Un X, un Y. En ce moment, la version en X, c'est ce que je vais mettre. La version en Y, elle est ici. Je vais mettre un espace. Et ce vecteur-là, on va aller le stocker dans la position. Donc, on peut récupérer la position en X, mais on ne peut pas changer la position en X. On doit changer toute la position d'un coup. Maintenant, si je sauvegarde ça, par défaut, dans le update, ça va se mettre à jour. Ça va mettre à jour notre position plusieurs fois par seconde. Je reviens ici. Là, je vais faire play. Et là, normalement, ça se déplace. Pourquoi? Parce que j'ai mis dans mon inspecteur une vitesse de 0.1. Si j'augmente ça, ça va aller plus vite. Si je le mets à l'envers, il va se déplacer dans le sens de ici, de notre vitesse. Super. C'est quoi l'avantage d'utiliser un script avec des variables dans l'inspecteur modifiable? Bien là, vous allez voir, un des avantages, c'est que je n'ai pas besoin, si je fais des tests, je me dis, ah, la vitesse n'est pas tout à fait assez grande, pas tout à fait assez petite, je peux tester en jeu pour vérifier la vitesse qui m'intéresse puis venir la modifier. Au lieu de passer ici, venir le changer et revenir dans mon code par la suite. L'autre avantage, c'est que mon code, maintenant, il est modulaire, dans le sens que je peux faire CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer mon carré. Je vais en faire un deuxième. Je vais mettre une couleur juste pour qu'on voit la différence. Et là, maintenant, mon premier carré, je mets une vitesse de 0.1. Mon deuxième carré, lui, je peux mettre une valeur 0.2. Je pourrais avoir deux carrés qui ont des vitesses différentes. Ils ont la même fonctionnalité. À toutes les updates, ça va se mettre à jour, mais ils n'ont pas la même valeur de variable. Donc là, j'ai un carré qui va aller plus lentement et un carré qui va aller plus rapidement. Fait que ça vous permet de, je vais mettre sur pause, ça vous permet de créer de la variation dans vos objets de jeu. Par exemple, vous pourriez avoir un ennemi qui a une attaque plus forte, puis un autre
ennemi qui a une attaque un peu moins forte, mais la fonctionnalité d'attaque va être la même pour les deux. Je vais arrêter ma vidéo là pour l'instant. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut faire un décor en parallaxe. Donc, ça va nous permettre de réviser aussi les structures conditionnelles qu'on a vues en JavaScript. Donc, je vais arrêter ma vidéo là, puis on continue dans la prochaine vidéo.